Bonjour les amis. Traditionnellement, quand on veut traverser l'Atlantique Nord, d'ouest en est, on remonte vers le nord pour rejoindre le sud des dépressions et bénéficier ainsi des vents de secteur ouest. Il suffit ensuite de se laisser pousser par les vents portants vers les Açores. Mais cette option nécessite 15 à 25 jours de navigation en continu, puis une dizaine de jours supplémentaires pour rejoindre l'Europe. Pourtant, il est possible de limiter à 6 ou 7 jours le temps de traverser entre deux escales. Si vous avez du temps et que la fraîcheur ne vous fait pas peur, que vous adorez les paysages sauvages et la beauté de la nature, il existe une autre option pour traverser l'Atlantique. Cette route est connue sous le nom de route des Vikings, ainsi nommée en hommage à l'explorateur nordique qui ont voyagé jusqu'en Nouvelle-Écosse il y a 1000 ans. La route historique des Vikings traverse l'extrême nord de l'Atlantique entre la Scandinavie, l'Islande, le Groenland, Terre-Neuve, pour finir sur la côte du mythique Vinland. Le Vinland est le nom donné par le viking islandais Leif Erikson au territoire qu'il explora le premier autour de l'an 1000 et qui marque le point extrême de l'expansion viking en Amérique. Les historiens pensent que le Vinland correspond probablement aux terres entourant le golfe du Saint-Laurent. En termes simples, suivre la route des Vikings vous emmène de la côte est du Canada à travers le sommet de la planète via Terre-Neuve, le Groenland et l'Islande pour redescendre vers l'Europe en passant par les îles Faroé. Outre la découverte le long de cette route de paysages magnifiques, de terres sauvages et peu visitées, son principal attrait réside dans la façon dont cette option divise le passage océanique transatlantique en morceaux plus petits. Il y a en effet pas plus de 6 à 7 jours de mer entre les atterrissages. Il est donc tout à fait possible d'emprunter cette route pour rentrer des Antilles avant la période des cyclones et rejoindre l'Europe. Les mois idéaux pour naviguer dans ces hautes latitudes se situant entre juin et août. On est en droit de se poser la question de savoir si cette route est accessible aux croiseurs de haute mer standard. D'après les navigateurs qui fréquentent ces régions, vous n'avez pas besoin d'un bateau spécifique pour naviguer à cette saison sur la route des Vikings. Tout bateau correctement équipé pour une croisière océanique sérieuse suffira, à condition que vous fassiez preuve de diligence pour ne pas vous retrouver dans les glaces épaisses et que vous possédiez les compétences fondamentales en navigation lorsque la visibilité disparaît. Gardez à l'esprit que ce n'est pas pour rien que l'on appelle cette route la route des Vikings, et s'ils pouvaient le faire à bord de dracars construits en chêne vert avec des rivets en fer et des voiles carrées en laine, un croiseur moderne en fibre de verre de haute qualité ne devrait avoir aucun problème. Un professionnel qui pratique le charter dans ces régions et qui navigue alternativement sur des voiliers en acier et en fibre de verre me disait qu'effectivement la glace endommage l'acier. Il en veut comme preuve la myriade de bosses et de coups le long de la proue de son ketch en acier. En conséquence, on pourrait penser qu'une coque classique ne résisterait pas à ce traitement. Mais, pour lui, tant que l'on avance assez lentement, la glace rebondit sur le bateau en fibre de verre. Et il n'a jamais eu de problème avec celui-ci. Alors, si vous avez le temps pour entrer en Europe, que vous avez un bon équipage et un bon bateau, que vous voulez découvrir des paysages magnifiques sous le soleil de minuit, que le froid, le vent, le brouillard et les glaces ne vous font pas peur, je vous propose qu'on étudie ensemble cet itinéraire. Traditionnellement, le retour des Antilles vers l'Europe s'effectue au printemps, avant l'arrivée de la saison cyclonique. Dans cet exemple, nous commencerons donc notre voyage en mai et nous partirons des Bahamas. Il nous faut parcourir dans cette première étape approximativement 750 000 pour atteindre les Bermudes. Pour simplifier les choses, nous prendrons tout au long de cette route vers l'Europe une vitesse moyenne de 5 nœuds, ce qui donne pour cette traversée 6 jours. Ensuite, nous faisons route vers la Nouvelle-Écosse, soit à nouveau 6 jours, pour parcourir les 750 000 qui nous séparent d'Halifax. La route des Vikings commence ici, le long de la côte de la Nouvelle-Écosse. Ce sont les premiers moments forts du voyage. Il y a de nombreux mouillages,
bien protégés et les petits villages côtiers de cette partie du Canada commencent à avoir le goût des villes scandinaves qui vont parsemer le paysage pour le reste du voyage. Ensuite, nous traversons le golfe du Saint-Laurent pour rejoindre l'île Terre-Neuve. C'est l'occasion de voir de grandes quantités de baleines à bosse et de baleines pilotes qui séjournent dans ces eaux à cette période de l'année. Nous mettons à profit le temps passé à caboter le long de ces côtes pour surveiller l'avancement de la débâcle des glaces dans la mer du Labrador et au Groenland, ainsi que l'arrivée de la bonne fenêtre météo qui permettra de rejoindre Nationaltek qui se situe à 750 milles sur la côte sud-ouest. Soit encore 6 jours de navigation à travers le détroit du Labrador qui peut être parsemé de growlers, ce qui demandera une veille attentive car ils ne sont pas toujours visibles au radar. De plus, le brouillard est courant dans cette région. En ce qui concerne la météo, il faut savoir qu'en juillet et août, les températures oscillent entre 8 degrés et 15 degrés au Groenland. Les journées sont souvent ensoleillées. Il n'est toutefois pas impossible de retrouver des averses de neige ponctuelles à partir de fin août, ainsi qu'une pluviométrie plus importante. La côte est est plus froide de 5 degrés environ, car bordée par le courant froid qui provient de l'océan Arctique, ce qui fait redescendre la banquise le long de ces terres. Il faut savoir que le jour est permanent au niveau du cercle polaire. On n'y retrouve de l'obscurité qu'à la mi-août. On peut alors espérer observer des aurores boréales. Au Groenland, à la période estivale, les villages disposent de supérettes souvent bien échelonnées. Farine, pâtes, riz, lait, produits secs, conserves, biscuits, on trouve de tout. Les fruits et légumes, toutefois, sont en nombre limité. Côté frais, il y a des œufs, du beurre et des blocs de fromage de type Gouda. La viande et le pain sont souvent congelés. L'avitaillement dans les villages n'est donc pas un problème. En dehors des villages, il est possible de pêcher, ramasser des moules en grande quantité, des myrtilles, des algues comestibles ou quelques champignons. Concernant l'eau, si vous n'avez pas de désalinisateur, il y a 2 solutions. Dans les villages, il y a toujours un robinet auquel bidonner. Néanmoins, l'eau est traitée et peut avoir un goût prononcé. L'autre solution consiste à prendre l'eau dans les cascades et rivières. Elle est très pure en général, et si vous disposez d'un filtre à eau de type Berkey, ce sera parfait. En ce qui concerne le gasoil, à Nationaltek, un ponton permet de remplir directement la cuve, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des villages. Il est donc préférable de repartir de ce port les réservoirs pleins. Le réseau téléphonique n'est disponible qu'à proximité immédiate des villages. En fonction du forfait mobile, le coût des SMS n'est pas toujours exorbitant. Il y a également la 4G, mais il faut éviter d'utiliser les données Internet car le prix des datas est particulièrement élevé. Par ailleurs, il y a très peu de Wi-Fi disponible, voire pas du tout. Il ne faut donc pas compter dessus pour consulter la météo ou envoyer des emails. Il est cependant possible d'acheter une carte SIM locale qui permet d'utiliser Internet. Le téléphone satellite ou Starlink sont les seules options en dehors des villages. De Nanortalik, on se dirige vers le sud-est avec pour objectif d'explorer les fjords et les glaciers. Là, nous découvrons une véritable nature sauvage. Les mouillages abrités sont nombreux sur ces côtes découpées. Cependant, il n'est pas toujours évident de trouver un endroit exempt de glace. Il faut savoir aussi qu'il est régulier de mouiller par 15 mètres ou plus. Il faut donc prévoir une bonne longueur de chaîne et il est important également de ne pas oublier de mettre un orin car les fonds sont rocheux. La tenue de l'ancre est aussi parfois rendue compliquée par les algues. Si vous souhaitez mouiller près des rivières et cascades, surveillez attentivement la profondeur, car les fonds peuvent remonter de manière très abrupte. Il faut savoir également que les ours polaires sont présents partout sur les côtes du Groenland. Bien que plus nombreux sur les côtes est, il est possible d'en voir à l'ouest et au sud. Il est donc nécessaire, si vous souhaitez vous éloigner du bateau, d'être équipé de répulsifs et de fusées éclairantes type fusée de détresse pour vous protéger de leurs menaces éventuelles. Sachez qu'il n'est pas facile de trouver des bombes répulsives ou autres équipements dans la région. Mieux vaut avoir anticipé cette question avant l'arrivée au Groenland. Une fois ce matériel en votre possession, il est possible de randonner, de faire du kayak et de la pêche dans des magnifiques ruisseaux et rivières. Le point culminant de cette partie de la croisière, s'il est libéré des glaces, est la traversée du fjord Prince Christian Sound. Long de 57 milles, il traverse la frange inférieure du Groenland. Il est entouré de 2 côtés
par des parois montagneuses et des vallées abruptes en granit. 12 glaciers de la calotte glaciaire vèlent dans le Sund et d'innombrables cascades alimentent le fjord en eau douce. Après avoir profité des attraits du Groenland, il reste 660 000 pour rejoindre le port de Reykjavik en Islande, ce qui demande 5 jours et demi de navigation. À partir de ce port, il est possible d'explorer des merveilles naturelles de l'Islande par voie terrestre, avant de longer la côte sud qui dispose de peu de mouillage, mais quand ils existent, ils sont tous extrêmement beaux. Il est souvent possible à partir de ceux-ci de profiter d'une vue imprenable sur les volcans actifs. Quand le port naturel est très bien protégé de Hofen est atteint, il ne reste plus que 250 000, soit approximativement 48 heures de traversée pour rejoindre les îles Fairway où se termine la route des Vikings. Pour rejoindre la France, il est possible de continuer la descente vers le sud en cabotant d'île en île à travers l'archipel des Shetland, ce qui ne représente pas plus de 60 000 de traversée entre deux escales, ce qui nous mènera à Anderts, porte d'entrée est du canal calédonien. Devant nous s'étend 96 km de voies navigables. Nous traversons 3 grands lacs, le lac Loch, le lac Watch et le lac Ness. Seulement 35 km du parcours sont constitués de canaux artificiels. Ils comportent 29 écluses qui sont accessibles aux bateaux avec un tirant d'eau maximum de 4 mètres et un tirant d'air de 35 mètres. Après ces quelques jours de navigation champêtre qui s'effectue au moteur mais aussi à la voile, nous déboucherons à Fort William sur la côte ouest écossaise. De là, il suffit de faire cap sur la mer d'Irlande, puis de traverser la Manche et nous voilà en France. En conclusion, si vous avez le temps d'attendre les bonnes fenêtres météo, naviguer dans les hautes latitudes n'est pas très difficile si c'est fait avec prudence, au plus fort de l'été et dans des zones sans glace de mer, mais où il reste des icebergs. Ceux-ci sont facilement repérables grâce aux jours permanents qui règnent dans ces régions. Vous n'avez pas besoin d'un bateau d'expédition pour suivre la route des Vikings, juste d'un navire océanique en état de naviguer et d'un équipage compétent. Traverser l'Atlantique d'île en île est un projet tout à fait réalisable et est une excellente façon de revenir en Europe depuis les Amériques. C'est une véritable alternative à la traversée océanique typique et des Bermudes aux Açores et évite les 15 à 20 jours de navigation océanique continue. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sans oublier d'activer la petite cloche. Comme cela, vous serez prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir notre travail, retrouvez-nous sur la plateforme Patreon. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à tous de belles navigations. Je vous dis à bientôt.